Amis téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Expertise scientifique qui reçoit aujourd'hui M. John Ekina Bongongo, professeur d'université, avec qui nous allons parler aujourd'hui du prix de l'excellence et de son livre sur la joint venture qui consiste à un partenariat gagnant-gagnant pour les industries congolaises. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur le professeur, nous avions dit que vous êtes bénéficiaire d'un prix d'excellence international pour votre livre sur la joint venture. Mais est-ce que vous pouvez nous dire comment a commencé la relation avec cette édition universitaire d'Allemagne pour qu'on puisse vous décerner ces prix? Merci encore une fois, monsieur le journaliste, pour la parole. De prime abord, monsieur le journaliste, je m'en vais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous remercier pour m'avoir invité dans votre émission pour échanger justement autour de mon couronnement international par l'édition universitaire européenne d'Allemagne, suite, comme vous avez dit, à la publication de mon ouvrage. Monsieur le journaliste, je me fais l'obligation et un réel plaisir de porter à votre connaissance que c'était le 14 septembre 2018 que j'ai été couronné par cette édition, par le truchement de son directeur des relations publiques. Il m'a appelé pour me dire que mon ouvrage était classé le meilleur de tous les ouvrages publiés par cette édition pendant la période allant de 2015 à 2018, soit une durée de 3 ans. Et cela m'a réconforté quand j'ai eu cette nouvelle. Et bien après, on m'a envoyé un certificat honorifique. Et c'est pour cela que je suis maintenant en train de passer à la télévision pour essayer de faire connaître à la communauté universitaire le prix d'excellence que je viens de bénéficier. Monsieur le professeur, l'histoire nous enseigne qu'il a toujours été difficile que les chercheurs africains, plus précisément congolais, puissent être honorés à ces niveaux-là. Mais quels sont les critères qui ont prévalu pour que vous soyez sélectionnés et honorés juste à ces prix? Bon, je pense que les critères sont là. Il faut quand même faire remarquer que cette édition universitaire d'Allemagne se spécialise fondamentalement dans la publication de travaux scientifiques, thèses de doctorat, mémoire, master. Évidemment aussi les ouvrages. Alors, moi j'ai été saisi par un collègue professeur qui lui avait publié aussi sa thèse. Il m'a donné le coordonnées et je suis allé sur Internet et suis entré en contact avec cette édition. J'ai travaillé d'arrache-pied et au bout d'un certain temps, j'ai envoyé le manuscrit et j'ai vu qu'ils ont dit, voilà, le travail était prêt à être publié. Il y avait quelques corrections que j'ai essayé d'en tenir compte. Et voilà, après un certain temps, l'ouvrage a été publié. Et je souligne que je me suis moi-même aussi rendu en Allemagne à l'occasion d'une mission de service et j'ai eu à contacter aussi les gens de cette édition pour dire que la sélection est un peu rude à ce niveau-là. N'oubliez pas que ce sont les Allemands. Ok, merci professeur. Là, nous ne pouvons que vous féliciter par rapport à ce travail. Monsieur le journaliste, je peux ajouter quelque chose. Ils ont dit que
En principe, lorsqu'on publie un ouvrage, parmi les critères, c'est d'abord le thème. Le thème, c'est quelque chose qui attire les lecteurs, qui attire les librairies du monde. Deuxième critère, c'est le contenu. Le contenu qu'on a développé, c'est un contenu, ce contenu-là peut aussi jouer pour que quelqu'un soit éligible. Et autre chose, ce sont des commentaires, des kiosques, c'est-à-dire des commentaires des boutiques ou les commentaires de librairies, si je peux m'exprimer ainsi, qui vendent le produit de cette édition à travers le monde. Il y a l'Australie, il y a la France, et ce sont ces bibliothécaires-là qui donnent des commentaires, qui apprécient à travers, n'est-ce pas, les gens qui achètent, qui envoient chaque fois des commentaires. Parce qu'un ouvrage, quand il est publié, il y a toujours un feedback entre les gens qui l'ont acheté et l'édition qu'il a publiée. Alors, quand on a réuni tout cela, on a trouvé que mon ouvrage avait intéressé plus d'une personne, donc un grand monde, et c'est ce qui a fait que je puisse bénéficier de ces couronnements internationaux. Donc là, nous ne pouvons pas aussi oublier les travaux faits au niveau de l'université de Kinshasa, puisque cet ouvrage, vous aviez commencé d'abord par un travail au niveau de l'université de Kinshasa, et puis vous êtes allé à l'université Marien Ngouabi et l'université de Bangui. Donc là, est-ce que vous pouvez nous parler de ces parcours-là, de l'université de Kinshasa et puis Marien Ngouabi, l'université de Centrafrique? Oui, merci monsieur le journaliste. Je crois que ce n'est pas pour la première fois que nous parlons de mon parcours. D'ailleurs, la première émission qu'on a réalisée avec vous, vous m'avez posé la question, dites-nous comment êtes-vous devenu professeur d'université. Oui. Alors, la thèse a été préparée à l'université de Kinshasa, dans la faculté des sciences économiques et de gestion, option économie industrielle. Alors, j'ai passé pendant plus de 6 ans à travailler dans cette faculté et le travail a été accepté. D'abord parce qu'il y a eu des conditions comme quoi il faut passer à une épreuve là de leçon publique pour expliquer les fondamentaux. J'ai réussi brillamment à cette épreuve et ensuite la thèse a été acceptée pour la pré-soutenance. Et le résultat était que la faculté avait trouvé que la thèse était scientifiquement défendable. Mais on ne va pas y revenir parce qu'il y a eu un peu de problème d'humeur avec certaines personnes. Parce que le doyen de la faculté avait même envoyé, à cette époque c'était le doyen Tiker, avait envoyé à l'issue du conseil de faculté la lettre pour qu'on puisse publier la date de la soutenance. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Alors j'ai été obligé d'aller prendre une inscription ailleurs, notamment à l'université de Bangui, et la thèse a été soutenue à l'université Marien Ngouabi pour des raisons qu'on a évoquées il y a longtemps. Okay. Et là, c'est le parcours qui a permis à ce qu'on puisse avoir cette thèse et que ce livre soit publié. Professeur, estimez-vous que ce mérite peut avoir un apport considérable dans la science et aussi dans le développement de notre pays? Voilà, monsieur le journaliste, j'admire vos questions parce que vous êtes un journaliste qui présente une émission à haute portée scientifique qui fait toujours un lien entre la science et la société. Et donc l'ouvrage tel qu'il est là, il est d'abord académique, c'est-à-dire pour faciliter la recherche, c'est-à-dire pour permettre à ce qu'on puisse véhiculer les connaissances pour la formation des étudiants en économie en général et l'économie industrielle en particulier. Maintenant, pour ce qui est du monde professionnel, comme la thèse a été préparée et donc on a pris comme champ d'investigation la GECAMINE et la SOCIDER,
Alors, le résultat de cette thèse constitue toute une expertise, naturellement, pour le gouvernement. Ils peuvent utiliser cela pour essayer de recadrer les choses. Parce que n'oubliez pas que cet ouvrage est parti d'un constat selon lequel les industries de grande envergure dans notre pays, notamment la GECAMIN et la SOCIDER, avaient signé des partenariats avec certaines firmes étrangères. Bon, nous avons dans cet ouvrage essayé d'analyser ces partenariats et nous avons trouvé que cela était mal négocié. Et en fin de compte, nous avons proposé un modèle efficient en guise de panacée, dénommé modèle Ekina de relance des industries par la joint venture. Ce modèle regorge des atouts indispensables, susceptibles de relancer ces entreprises qui étaient restées longtemps en veilleuse. Alors, on a fait des propositions et je parie que ces propositions ont été dans une certaine mesure entendues et que je vois de temps en temps comment on essaye même de revoir certaines dispositions du code minier, et ainsi de suite. Nous avons maintenant un nouveau code minier. Je sens quand même que mon cri de larmes a été entendu et que ça ne fait que m'enchanter. Ça ne fait que vous enchanter, monsieur le professeur, puisque nous parlons de la joint venture, relance des industries industrialisantes et par la formule joint venture, donc modélisation du partenariat. Ici, nous parlons du partenariat gagnant-gagnant. Okay. Pour être beaucoup plus pratique, monsieur le professeur, pensez-vous qu'aujourd'hui, une fois votre thèse, votre livre pris en considération par les gouvernements et que cela puisse vraiment booster l'industrie congolaise en ce moment-ci? Parce que votre livre, il est d'actualité. Aujourd'hui, on parle des contrats miniers, des contrats par-ci par-là. Ben, est-ce que vraiment, avec votre livre, si vraiment les gouvernements prenaient cela en compte, on pourrait vraiment réaliser des très bons contrats dans ce pays? Oui, monsieur le journaliste, vous venez de dire qu'il y a des contrats miniers, il y a même le code minier. Le code minier si aussi. Vous suivez très bien, dans la précédente émission, j'avais dit qu'il y avait un sérieux problème, n'est-ce pas, au niveau de certains taux d'imposition. Parce que dans un contrat de joint venture, on apprécie les gains. Le gain que le gouvernement tire de ces partenariats. Donc là, on parle de la rentabilité financière et de la rentabilité économique d'un projet. Pour la rentabilité financière, nous avons les éléments ci-après. Par exemple, le pas de porte. Nous avons aussi le royalties. Nous avons les dividendes. Nous avons les impôts. Nous avons le contrat d'amodiation. Nous avons le droit superficiel. Et nous avons aussi les services que nos entreprises telles que la GECAMIN offrent à la joint venture. Alors, ces éléments-là, nous avons trouvé que les taux étaient trop faibles. Donc, il n'y avait pas vraiment à espérer. Je vous prends un exemple. Je prends l'exemple de royalties. Le royalties, dans l'ancien code, s'élevait en moyenne 2%. Donc, royalties signifie lorsque vous exploitez, n'est-ce pas, un carré minier ou je ne sais pas moi, vous payez en contrepartie ce droit-là au propriétaire minier, qui est le gouvernement congolais par l'entremise de la GECAMIN. Et allez-y comprendre quelque chose, qu'on doit payer seulement 2% sur le chiffre d'affaires. Vous voyez, dans ces conditions-là, même si on faisait descendre les anges pour gérer la RDC, on ne saura pas booster l'économie de ces pays. C'est ainsi que nous avons dit que non, il faut quand même
recadrer les choses, c'est-à-dire que relever quand même ces taux-là à un seuil du raisonnable pour permettre à ce qu'on puisse avoir des moyens subséquents pour la relance de l'économie. En faisant maintenant une démarcation ou une lecture comparée entre le premier code et le deuxième code, j'ai remarqué qu'il y a eu augmentation très sensible de ces taux-là qui faisait que le pays ne puisse pas se retrouver dans ces partenariats. Il est gagnant-gagnant en termes de ces taux d'imposition, de ces dispositions. Ce sont des facteurs rémunérateurs qui vont nous faire croire que ici nous gagnons. Ce ne sont pas des choses à réfléchir d'une autre manière, mais ce sont des calculs simples qu'on doit appliquer pour voir qu'on gagne. Maintenant, sur le plan économique, il y a la rentabilité. La rentabilité économique existe. Lorsque le partenariat se déroule, on doit voir l'augmentation de la valeur ajoutée. On doit voir aussi la main-d'œuvre, l'augmentation de l'emploi, c'est-à-dire il faut éliminer le chômage. On peut aussi voir les impôts directs et indirects. On peut aussi considérer les effets sur l'environnement. Parce que ces entreprises ont comme capacité aussi de polluer l'environnement. Alors l'environnement nécessite à ce qu'il y ait aussi des taxes afin qu'on puisse remédier à ce genre de choses. Donc la joint venture doit être rémunératrice. La joint venture doit être aussi dynamique. Donc on doit évoluer à travers le temps. Lorsqu'on a signé un contrat, on doit voir qu'à un certain moment, est-ce qu'on évolue ou on n'évolue pas. Il y a moyen chaque fois de recadrer. L'ouvrage explique pratiquement les voies et moyens pour permettre à ce que les jeunes ventures soient véritablement gagnant-gagnant. Monsieur le professeur, vous venez de dire quelque chose ici, qu'il faut voir l'évolution. Maintenant là, partant de toutes les explications que vous venez de donner à travers cette émission, que vous êtes parti d'un constat fait au niveau de nos industries, la Socidaire et la GECAMIN, et c'est ainsi que vous êtes arrivé à proposer cette solution de la joint venture. Pensez-vous que aujourd'hui, si par exemple on n'arrivait pas à mettre en application cette formule de la joint venture et que demain après-demain, on aura toujours besoin de la joint venture? Voilà, monsieur le journaliste, la joint venture existe. La joint venture existe il y a très longtemps dans ces pays. Il y a depuis 1995, 1998, il y a déjà eu des contrats de joint venture dans ces pays. Mais le problème est que ces contrats n'ont pas, n'est-ce pas, respecté un certain nombre de préalables. Donc il y a le préalable politique, il y a le préalable juridique, le préalable économique, préalable environnemental, préalable technologique et même sécuritaire. Faute de cela, on a eu maintenant à aboutir à des résultats moins satisfaisants. Nous ici, nous venons tout simplement d'expliquer les causes qui ont conduit à ce que ces jeunes ventures soient couronnées d'un échec patent. Et nous avons dit que c'était à cause de la part de la corruption, de sa mauvaise conception, manque de transparence, se traduisant par le non-respect des engagements, surtout de la part des partenaires étrangers. Donc non-respect des engagements, répartition arbitraire de parts et des énormes profits ou avantages aux partenaires étrangers par rapport aux partenaires locaux. Il y a eu aussi le caractère apathique de l'État congolais qui n'a pas su
n'est-ce pas, assurer un contrôle rigoureux et suivi. Aussi, l'absence d'une loi générale applicable aux jeunes ventures de la RDC. Alors, tous ces éléments-là, lorsque vous les analysez, lorsque vous essayez de remédier à cela, vous trouverez que le pays va bénéficier réellement de ces partenaires. Déjà, le nouveau code minier est un signal fort qui montre que le pays s'est engagé à une sorte de réforme de ces partenariats, de ces accords-là, pour permettre à ce que le pays puisse voir clair. Parce qu'on a constaté que ni la GECAMIN, la SOCIDER, le gouvernement congolais, encore moins le peuple congolais, n'ont trouvé leur compte dans ces partenariats. Donc, le livre explique, il propose même une loi, il propose même un contrat, un modèle type de contrat. Parce qu'on avait constaté que les joint ventures qui se trouvent être disséminées à travers le pays, chaque entreprise de joint venture avait son propre modèle de contrat. Alors, dans cet imbroglio, il a été vraiment, à mon sens, difficile pour que les partenariats puissent donner des résultats escomptés. Professeur, puisque vous avez parlé des préalables, là nous avons suivi la publication de la loi sur les codes miniers, qui est aussi l'un des préalables. Et vous, étant économiste, vous allez nous donner certains préalables sur le plan économique. Donc cela veut dire qu'en ces moments-ci, si nous prenons le préalable sur la loi sur le code minier et quelques éléments sur l'économie, donc aujourd'hui, il est possible à ce qu'on puisse appliquer la joint venture, la formule de partenariat gagnant-gagnant. Oui, bien sûr que oui. Parce que j'avais dit que le principal préalable était la loi. Parce que sans la loi, comment on peut fixer le taux? Sans la loi, comment on peut, montrer le fonctionnement de ces joint ventures? Qui doit payer quoi à l'État? La loi vient, comme qui dirait, faire asseoir un partenariat judiciaire. Mais au moment où nous parlons, le code est déjà là. Je passais en revue ce code-là. Je trouve qu'il est bon. Il est bon dans le sens qu'on donne beaucoup plus de détails. Tout ce qui doit se faire dans le code minier se trouve être repris dans tout ce qui doit se faire dans le secteur minier se trouve être repris dans ce code-là. Donc, si vous êtes détenteur d'un permis d'exploitation, vous payerez autant. Si vous voulez payer les pas de porte, vous payerez autant. Si vous voulez payer le royalty, le taux est fixé. Il a même été revu à la hausse. Donc, toutes les dispositions qui devraient assurer un fonctionnement normal des joint ventures se trouvent être, reprises dans ces codes-là. Et il est maintenant grand temps que ces codes soient vulgarisés, ces codes soient acceptés. Mais j'apprends qu'il y a un peu de résistance au niveau des partenaires étrangers parce qu'ils sont en train de réfléchir par deux fois pour accepter certaines dispositions, notamment le fait d'avoir revu certains taux à la hausse. Tout ça va dans le sens de l'amélioration, va dans le sens de faire avancer les choses dans ces secteurs-là. Le pays a besoin de ressources. Qu'est-ce qu'on constate parfois? Il y a certains avantages financiers qui ne peuvent pas faire l'objet de discussions ailleurs, ou soit des exceptions, mais ici, il y a des dérogations. Les gens qui devraient payer les pas de porte ne payent pas parce qu'ils sont bénéficiaires d'une dérogation, ainsi de suite. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. On prive l'État de ses moyens et on est devant l'impasse. La joint venture n'est pas, l'œuvre des Congolais. C'est
une technique, c'est une pratique qui a vu le jour il y a très longtemps dans le monde européen. Et depuis que cette joint venture existe, il y a toujours des réformes. Il y a toujours des réformes et on évolue avec ça comme ça. Donc, depuis 1998, qu'on a signé le premier contrat de joint venture avec la société Tekefungu, mais jusqu'à aujourd'hui, moi je pense que ça nécessite quand même qu'on puisse avoir des réformes. Et comme on vient de commencer avec le code minier, je crois que c'est quelque chose à encourager. La joint venture existe depuis longtemps au niveau de l'Europe, donc cela veut dire que la joint venture est une formule internationale, elle n'est pas aussi... L'invention. C'est une invention, ce n'est pas une invention de la RDC. Ouais. Donc, mais que la RDC essaye un peu d'orienter cette formule en rapport avec les réalités qui sont le sienne quoi, par rapport à la RDC. C'est ce que vous avez aussi fait, tenant compte de l'actualité. Ok, monsieur le professeur, maintenant que vous êtes honoré avec après la publication de votre livre, avec tout le feedback que l'éditeur a pu avoir par rapport à l'achat, par rapport à la lecture de votre livre, et tout ça, vous vous sentez comment? Et scientifiquement, vous vous sentez comment? Bon, monsieur le journaliste, il faut dire la vérité. Je sens un réconfort scientifique. Je me sens un peu, comme qui dirait, couronné, et cela me donne envie de continuer à écrire encore, travailler d'arrache-pied, parce que je vous apprends qu'il y a encore une publication qui va venir d'ici peu. Parce que je suis en train de terminer un ouvrage, toujours dans le domaine économique. Alors, j'ai travaillé parfois avec relâchement, maintenant là, je vais vraiment m'apaisantir là-dessus pour que d'ici là, je puisse lancer encore un deuxième ouvrage. C'est vraiment un réconfort moral, c'est un coup de pouce de ma part. Vraiment, je suis réconforté. Et vous êtes réconforté, d'autant plus que ce livre, je dois rappeler aux téléspectateurs qu'il a été porté sur le fonds baptismaux par le professeur, un éminent professeur de la République démocratique du Congo, le professeur d'abord, le professeur Bongongo, Michel Bongongo, et le professeur Bayatu Lukwebo, qui est un grand économiste. Et le professeur Mapana aussi. Le professeur Mapana aussi. Mangomé. Oui, mais on ne peut pas aussi parler de mon professeur Bongo Bongo, qui était aussi de la partie. Oui, mais prenons le cas de deux professeurs qui sont aussi les excellences ministres dans notre pays. Et après avoir obtenu ces prix, quelle a été leur réaction par rapport à cela? Bon, je pense que après avoir diffusé ces informations, les 4 professeurs doivent être honorés. Honorés parce que ce sont eux qui ont donné le ton. Ce sont eux qui ont expliqué au monde que l'ouvrage du professeur Ekina était un chef-d'œuvre. Il faut suivre le discours de présentation et de baptême, le discours de la qualité scientifique brossé par le professeur Mapana, le discours de présentation brossé par le professeur Bayatu Lukwebo, le discours de fonds baptismaux prononcé par le professeur Michel Bongongo, et le témoignage de mon professeur, mon maître, professeur Edouard Bongo Bongo. Donc vous sentez que ces gens-là avaient reconnu la scientificité de cet ouvrage. Et comme je venais de vous dire, même la faculté des sciences économiques, au niveau des instances, notamment le département, le conseil de département, le conseil des facultés, tous ces professeurs-là réunis ont prouvé à suffisance que
la thèse était scientifiquement défendable. Et pour couronner le tout, on a demandé même à mes encadreurs de thèse, notamment le feu professeur Bongo Impekesa, qui était le président du comité d'encadrement. Il y a eu le feu professeur Mupinganai, l'industrialiste attitré. Il a aussi donné un avis favorable. Il y a eu le professeur Lumonansoni, surtout sur la partie relative au risque. Lui aussi a donné son feu vert. Le professeur Mvoudi Matingu, il a aussi à son niveau dit que le travail était bien réalisé. Le professeur Funga Funga aussi a déclaré la même chose. Vous voyez, monsieur le journaliste, on ne triche pas avec la science. Ah oui. Voilà. Donc on peut tout dire, on peut tout raconter. Lorsque ça a été bien fait, surtout quand on a affaire à des éminents professeurs que je viens de vous citer, le reste ne peut qu'être un succès. Quand on a affaire à des éminents professeurs, tel que vous le dites, le professeur d'université, vous êtes là pour la science, pour la recherche, et que le produit, le fruit de vos recherches puisse améliorer tant soit peu le quotidien, le vécu quotidien de la société. Et que pouvez-vous dire aujourd'hui à vos collègues professeurs, chercheurs, par rapport à ce que vous venez d'obtenir comme un couronnement? Qu'est-ce que les autres aussi peuvent faire pour arriver à ce stade-là? Et à vos étudiants qui vous considèrent comme étant leur modèle, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour qu'un jour, eux aussi, ils puissent arriver à ce niveau? Oui, merci, monsieur le journaliste. J'aimerais aussi compléter, parce que la liste n'était pas exhaustive. Parmi les encadrés, il y a eu aussi le professeur Jean-Pierre Bossonga, qui m'avait aidé sur la partie économétrique. Donc vous voyez, ces noms-là, ce sont des noms qui pèsent au niveau de la science économique. Comme j'ai dit, qu'on ne triche pas avec la science et que ce n'est pas étonnant pour un certain nombre de personnes qui pensent que non, on s'y attendait. On s'y attendait. Avec le parcours de cette thèse-là, on ne pouvait que s'attendre à de tels événements. Maintenant, pour revenir à votre question, je pense que pour le collègue, il serait mieux de commencer d'abord par publier leur thèse de doctorat. Je ne le pousse pas vraiment à faire ça parce que moi j'ai triomphé, mais c'est vraiment bénéfique lorsque la thèse est publiée. Moi, tel que vous me voyez, je reçois beaucoup d'invitations. Je commence maintenant à comprendre que c'est grâce à ma thèse que parfois on me lance ces invitations. Je venais d'être en Afrique du Sud, à l'université de Johannesburg. C'est à cause de cet ouvrage. Et au moment où je vous parle, nous allons soutirer quelques éléments ici qu'on va publier. On va publier au niveau de cette université-là. Je suis en quête de données, je crois que je les aurai pour que je puisse publier. Vous voyez déjà, ce sont des ouvertures. Ce n'est pas, comme qui dirait, dans un esprit où je pousse les gens à travailler, parce que non, c'est vraiment pour aider les amis. Et il y a des éditions qui ne vous demandent absolument rien pour publier. Entrez seulement dans les sites et respectez les conditions. L'essentiel est que votre ouvrage soit logé sur le net et que vous soyez vu à travers le monde. Et vous allez voir que dès qu'on a besoin de vous, ça ne se discute pas. On vous envoie l'invitation et vous voyagez. Moi, j'ai passé un temps en Afrique du Sud et dans cette université-là, j'ai travaillé d'arrache-pied. Et j'ai l'habitude de ne pas dire ce que je fais dans quelques jours,
je vais encore voyager dans une autre université d'Afrique, une très grande université, pour essayer d'expliquer encore davantage ma thèse à travers des ateliers, à travers de conférences. Et l'université d'Hambourg, ça c'est la maison mère, on est pratiquement en train de chercher à conclure aussi un partenariat de recherche, sans pour autant oublier l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal. J'ai fait un tour là-bas, j'ai demandé des conditions, on m'a dit de préparer les dossiers pour que nous puissions commencer à travailler en partenariat. Il y a l'université de Cocody, je suis allé en Côte d'Ivoire dans une mission et j'ai demandé, ils m'ont dit, ils sont favorables pour la recherche. Les gens ne voient que l'enseignement, mais l'enseignement ne paye pas. Lorsque vous publiez un article en Afrique du Sud, vous avez 12 000 $. Un article, vous publiez ça, on vous remet 12 000 $. Évidemment, l'université va soutirer une partie, mais vous ne resterez pas maigre réduit. Alors, faisons un effort de publier. Vous pouvez entrer en contact avec moi, ou soit les données sont sur le net, et vous pouvez entrer dans toutes les éditions du monde. Ça dépend. Si vous voulez faire ici, ça va. Partout dans le monde, publions nos recherches. Ça va nous aider à avoir des contacts à travers le monde. Et aux étudiants? Aux étudiants, il faut tout simplement fournir un effort, comme tel que moi j'ai fait là. Vous entrez sur votre Google, vous tapez seulement mon nom, et vous avez votre livre. Bon, évidemment, ce sont des résumés, mais vous allez, n'est-ce pas, apprendre, vous allez voir comment le reste du monde est en train de me lire, des commentaires qu'on est en train de donner à propos de mon ouvrage. Il n'y a pas si longtemps, j'ai vu un étudiant qui venait de la Russie, en train de me chercher. Non, je cherche le professeur. Pour quelle raison? Oh non, professeur, nous avons téléchargé votre ouvrage à partir de la Russie. Je voudrais vraiment vous voir et puis vous poser quelques questions. Ça, ce sont des choses vraies. Cet étudiant a contacté mon assistant. Bon, il y a aussi des gens qui viennent de la Belgique. Ils préparent leur thèse là-bas dans mon domaine. Je ne peux pas citer leur nom ici. Ils viennent, ils me consultent. Il y a des gens qui viennent aussi de l'Afrique du Sud. Par respect, je ne peux pas citer leur nom. Mais je vous dis que je reçois beaucoup de gens. Il y a trop de contacts et on doit profiter de cela. Les étudiants, vous devez lire les travaux de nos recherches. Quand on vous enseigne, c'est peut-être 1/1000 des connaissances. Parce que Isaac Newton a dit, ce que nous connaissons, c'est comme une goutte. Ce que nous ne connaissons pas, c'est comme un océan. Quand on vous enseigne, c'est vraiment une goutte. Mais à partir des ouvrages, vous pouvez élargir vos connaissances. Je n'ai pas le temps de vous enseigner. Vous êtes dans telle ou telle autre université, mais à travers mon ouvrage, recevez quand même mes enseignements, recevez quand même mes réflexions. Surtout que j'ai pris l'engagement d'écrire continuellement. Parce que j'avais dit que j'ai écrit, j'écris et j'écrirai. Je vais continuer vraiment à écrire pour essayer d'édifier le monde scientifique et même les professionnels aussi, comme je venais de le dire, peuvent utiliser nos livres, nos recherches, parce que ça va toujours apporter un plus dans la reconstruction, dans, comment dirais-je, le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Ok, merci monsieur le professeur. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission, puisque vous dites que la recherche peut contribuer au développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Et une dernière question. Pensez-vous que l'enseignement universitaire aujourd'hui est à un niveau qu'on peut considérer qui puisse contribuer vraiment au développement de notre pays? Oh là, n'en parlons pas. Monsieur le journaliste, vous êtes journaliste de l'expertise scientifique. Oui. Vous recevez des grands professeurs, vous recevez des grandes réflexions, des grandes innovations. Oui. Le Congolais est un peuple éminemment savant.
lorsque je voyage à travers le monde, dans des conférences, je vous dis que, messieurs les journalistes, je n'ai pas l'habitude de parler, de prendre la parole avant. Je parle toujours après. Et souvent, on se dit qu'ici, il n'y a pas une bonne formation, ainsi de suite. Mais lorsque nous, on se pointe avec les collègues d'Afrique, de l'Europe, dans nos conférences, souvent, quand je prends la parole, tout le monde presque secoue la tête. Donc, pour dire que ici, nous travaillons. Nous sommes vraiment appréciés à travers le monde. Surtout dans nos conférences-là, lorsque la RDC n'a pas encore parlé, bon, tout le monde attend. Et quand la RDC parle, celui qui vous a invité vous apprécie le premier. Pour dire que la RDC vient de faire un exposé holistique. Je reçois chaque fois de fleurs, de félicitations de la part de nos collègues. Une fois nous sommes réunis dans les ateliers et dans des conférences. Donc, nous disons tout simplement que le livre que nous publions, bien que nous ne recevons pas comment dirais-je, les aides pour le faire, mais doivent être exploités aussi au niveau de l'État congolais. C'est ça le problème. Hein? Parce que l'universitaire produit des idées, comme j'ai toujours dit. L'université produit des idées et ces idées-là doivent être exploitées par la société. Donc il faut qu'il y ait un lien, vraiment qu'on retravaille un peu, afin qu'on puisse mettre le lien entre l'université, la société en général et en particulier les entreprises, pour qu'on puisse quand même changer la façon de faire. On peut tout dire. Vous pensez vraiment que le livre ici, depuis qu'il a été publié, n'a pas apporté un plus? Si vous suivez le discours, si vous suivez, comment dirais-je, ce qui s'est dit, vous ne sentez pas vraiment qu'on a eu quand même à exploiter cet ouvrage. Oui, d'ailleurs, quand vous m'avez reçu, bravo, le ministre, son Excellence Germain Kambinga, m'avait invité. À l'issue de l'émission, j'ai reçu l'invitation et je suis allé et on a parlé avec lui. Il m'avait même retenu comme conseiller ou soit chercheur dans son ministère. Là, je dois dire qu'il y a quand même des gens qui écoutent. Hein? Le ministre Germain Kambinga, ce n'est pas quand même n'importe qui. Hein? C'est quelqu'un qui a la réflexion, c'est quelqu'un qui est considéré comme un grand intellectuel. Mais il a accepté, après l'émission, de me lancer l'invitation. Et je me suis déplacé pour le rencontrer et discuter un peu avec lui. Là, je ne fais pas sa publicité, mais ce sont des attitudes qu'on attend un peu de membres du gouvernement, qu'on attend un peu de politique. Parce qu'on ne doit pas tout connaître. Hein? Il y a des choses qu'on peut connaître, mais on peut aussi recourir à des expertises reconnues, comme maintenant mondialement, pour essayer de faire améliorer ou avancer les choses. Merci, professeur, pour votre prestation brillante. C'est comme si vous dispensiez cours dans un auditoire. Là, nous vous félicitons parce qu'à chaque fois que vous passez dans notre émission, c'est vraiment de l'excellence. Nous disons à nos téléspectateurs que nous sommes à la fin. Et si vous avez un dernier mot, juste une minute pour votre dernier mot. Quand chaque fois je passe à la télévision, j'ai l'habitude de remercier mes maîtres. Je commence par le professeur Bongo Edouard, mon maître de thèse. C'est lui qui m'a encadré depuis la licence. Parce que n'oubliez pas que je suis licencié en sciences économiques depuis 1998 à l'université de Kinshasa. Option économie publique et industrielle. C'est vraiment mon encadreur qui m'a aidé et qui m'a conduit jusqu'à la thèse. Je remercie aussi mon maître, le professeur Mapana Mangouma, qui a accepté de diriger ma thèse. Et vraiment, je vous dis que j'ai beaucoup appris à ses côtés. Je vois aussi le professeur Kawata, Boaloum Jacques,
lui aussi m'a aidé parce qu'il était dans l'équipe de mon DEA et même au niveau de la thèse, il a contribué. Je ne peux pas manquer de remercier les gens qui faisaient partie de mon équipe d'encadrement, le feu professeur Bongo Ipekesa comme président, le professeur Mopinganaï, le feu Mopinganaï comme membre de ce comité d'encadrement, le professeur Funga Funga comme secrétaire, le professeur Mvoudi Matingu comme membre, le professeur Lumonansoni, il a apporté son expertise, le professeur Bossonga, Jean-Pierre, lui aussi, je le remercie infiniment pour sa contribution sur la partie économique. Je remercie la faculté des sciences économiques. C'est là où j'ai préparé quand même la thèse. Je l'ai prédéfendu avec brio. Je remercie l'université Marie Ngouabi, l'université de Bangui, les professeurs et locaux qui m'ont mis en contact avec ces universités-là. Je remercie tout le monde. Vraiment, j'ai été façonné dans cette université et aujourd'hui, j'ai fait la fierté au niveau international. Pour tout, j'ai dit merci. Merci, professeur John Ekina Bongongo, pour votre prestation brillante dans cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Ce n'est pas la toute dernière fois. Nous vous aurons prochainement pour approfondir encore avec votre ouvrage et avec votre expertise. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission, Expertise scientifique, et nous nous retrouvons prochainement.